Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission un petit peu particulière. Ça y est Valentin, on y est, le jour un petit peu de relâche si on peut dire. Déjà toi comment tu vas après ce sprint un petit peu quand même depuis le début de la semaine? Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, on est à l'ombre aujourd'hui parce qu'il fait chaud, les températures ont un peu monté aujourd'hui. Peut-être aussi, ça va peut-être continuer pour ce week-end. En effet, jour de relâche aujourd'hui au Mans, ça ne roule pas en dehors de la route tout le Mans. Et du coup, nous avons eu l'occasion de croiser quelques personnalités dans le paddock aujourd'hui. Exactement, mais justement on en profite. Alors parmi les personnalités, vous allez les voir, on a pu notamment parler à Sarah Bovy qui sera grand marshal de ces 24 heures du Mans. Et puis on a aussi croisé quelques personnes, notamment Dorian Boccolacci qui est passé justement un petit peu en invité. On les écoute justement sur les enjeux et sur leur vision justement de cette édition des 24 heures du Mans. Et bien voilà, on est avec Sarah Bovy justement, grand marshal de ces 24 heures du Mans. Alors Sarah, bon voilà, cette année c'est un petit peu particulier pour toi, mais comment tu vis ce début de semaine? On a vu qu'il y avait beaucoup de monde, notamment la dédicace pour toi, donc assez intense. Ouais, c'est incroyable. Alors évidemment, je veux toujours être au volant des voitures de course et je suis un pilote actif, donc c'est un petit pincement au cœur de ne pas être au départ. Mais quitte à ne pas être au départ, avoir ce rôle, c'est absolument formidable pour moi. Je mesure en fait l'honneur que ça représente. J'essaye d'être à la hauteur du rôle et de la distinction. Et c'est vrai que voir Le Mans sous un autre angle, avoir plus de temps quand même pour un peu voir les fans et tout ça dans les séances dédicaces, c'est quand même très chouette. Et puis je dois dire que le support, le soutien, on le dit chaque année quand on vient ici, quand on est venu avec les Iron Dames, quand on va à Spa, c'est incroyable. Donc j'apprécie énormément, mais je suis toujours étonné, subjugué de voir à quel point c'est puissant. Comme tu l'as dit, tu restes une pilote active et tu seras d'ailleurs en 24 heures de Spa devant ton public. Oui, tout à fait. En fait, je retourne déjà à Spa la semaine prochaine puisque je roulerai en GT2 dans la Speed Week de SRO. Et puis j'enchaîne avec les 24 heures de Spa. Où là je serai au volant d'une Aston Martin chez Come To You avec un équipage 100% belge puisqu'on aura Greg Servet, Xavier Knof et Nicolas Barthes qui partageront le volant avec moi, donc équipe belge, équipage belge, course belge. On espère vraiment que ça va nous porter chance. Une épreuve belge où justement vous pourrez retrouver Auto Hebdo qui sera là justement présent pour te suivre notamment. On aimerait bien ton avis parce que forcément sur le plan sportif tu dois avoir un recul un petit peu justement sur ce qui se passe pour l'instant, la qualif, l'hyperpole. Est-ce que tu as une analyse à nous partager? On sait que tu es souvent pertinente sur le sujet, donc on aimerait avoir ton avis. Alors j'ai vraiment suivi cette différentes phases de qualif puisque j'étais en cabine commentaire avec Bruno Van Der Stick. Expérience assez incroyable à vivre. J'en ai encore des frissons parce que quand on est sur le circuit et qu'il hurle quand il se passe un truc, je peux vous dire que quand on est juste à côté de lui, on a encore les watts plus forts. Mais tu l'entends dans la voiture quand... Ah, je pense qu'on l'entend dans la voiture, non, je suis sûr, c'est sûr. Non, mon analyse, c'est que voilà, on voit que d'année en année en hypercar, mais aussi en LMGT3 avec la nouvelle catégorie qui est là maintenant en place avec des constructeurs qui sont là depuis plusieurs années, ça se resserre. Ça devient de plus en plus compétitif, ça devient de plus en plus difficile de mettre ses voitures aux avant-postes. Je disais hier, en fait, sur le hypercar, on a 8 constructeurs, on a quand même, après 3 sessions de qualificatives avec des éliminations par phase, on a quand même 6 constructeurs différents dans les 8 premiers. C'est assez impressionnant et voilà, je trouve que c'est de très bon augure pour le futur de ce championnat qui était présenté ce matin à la conférence de presse. On rajoute des courses, on rajoute des constructeurs, on a de plus en plus de monde, on bat tout le temps les records d'audience, les records d'attendance au circuit. Ça montre que, le sport automobile a clairement le vent en poupe, et 2, l'endurance plus particulièrement. Puis hier c'était un jour historique pour la Belgique avec la pole position d'Audrey Zanter et du team WRT. Oui, ça m'a fait super plaisir. Alors je suis triste de ne pas avoir commenté ça en live, puisque pour moi évidemment c'était la Cadillac qui passe la ligne devant. Mais pour 5 millièmes, je pense que franchement, il n'y a personne qui l'a volé cette pole position. Je suis hyper fier du team WRT et de Dries parce que on sait qu'il la chassait déjà depuis un petit temps et qu'il était un peu frustré l'année dernière. Donc je crois qu'il la mérite à 1000% et je suis contente pour la formation de Vincent Voss. C'est une belle récompense et j'espère que la course se passera tout aussi bien pour eux. Alors dernière petite chose pour conclure, juste ton œil un petit peu de ce que tu aimerais analyser, là où il faut regarder justement la course, peut-être un autre enjeu particulier, rapide. Mais moi, ce que je conseille souvent aux gens, parce que c'est pas toujours facile en fait de suivre tout ce qui se passe. Par définition, il y a beaucoup de voitures, il y a des catégories différentes, etc. C'est peut-être choisissez un favori dans chaque catégorie, même au hasard, parce qu'en fait, il se passe toujours des trucs intéressants. Choisissez une voiture que vous avez envie de suivre, parce que vous aimez la déco, parce qu'il y a un pilote que vous aimez bien dessus, parce que c'est votre marque préférée, peu importe la raison, et essayez régulièrement de regarder un peu ce qui s'y passe et de comprendre, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont gagné, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu, parce qu'au final, je trouve que c'est une bonne façon de vraiment rentrer dans la course et de suivre un petit peu ce qui se passe à tous les niveaux. Il n'y a pas que les hypercars, il y a le LMP2 où la compétition est absolument dingue, il y a le LMGT3 où il y a un mix de catégorisation de pilotes qui fait que c'est parfois intéressant de voir qui va se battre contre qui. Donc
Ouais, suivre au moins quelques équipages dans chaque catégorie, je pense que c'est une bonne façon de garder l'œil sur tout ce qui se passe. On est donc maintenant avec Dorian Boccolacci. Dorian, comment ça va? Tu nous disais justement, voilà, tu étais là pour l'ambiance notamment. Comment ça se passe pour toi pour l'instant? Écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc je suis arrivé ce matin, vendredi matin. Bon, pour l'instant il n'y a pas trop de roulage aujourd'hui. Les choses sérieuses vont commencer demain. Et puis effectivement, pour voir mes amis pilotes qui courent aujourd'hui, et aussi la Porsche Cup. Et donc ça rappelle de bons souvenirs. Alors justement, est-ce que tu as une petite analyse à nous livrer? J'imagine que tu as suivi la qualif, l'hyperpole hier. Comment est-ce que tu vois un petit peu la grille pour l'instant? Honnêtement, voilà, on sait très bien que les courses de 24 heures, même s'il y a le classement après les qualifications, la course est longue, 24 heures, donc on va dire qu'on a une petite tendance, mais ça ne veut rien dire encore. Donc, Pardon, excuse. non, je disais, donc on va attendre plutôt le début de course et puis voir un petit peu comment ça se passe, mais c'est vrai que voilà, avec toutes les stratégies qu'il peut y avoir, et puis ce qui est important aussi là, c'est pas un tour, mais c'est la constance sur la course. Tu nous parlais du fait que tu étais venu voir des amis pilotes. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire voilà, qui tu viens soutenir justement ici? Il y a aussi Julien Andler qui était mon coéquipier sur la Porsche d'Enlop aux 24 heures du Nürburgring, et forcément on vient le soutenir. Et puis il y a plein de Français qui sont là. Il y a aussi mon ancien coéquipier Yann Chan-Guven qui roule sur la Porsche. Donc forcément on va venir soutenir tous ces pilotes là, et il y en a beaucoup, et j'espère le meilleur pour eux. Et puis naturellement, il n'y a pas que la piste. On a quand même eu des nouveautés et notamment des annonces par rapport au futur, Valentin. Avec un nouveau règlement hypercar à partir de 2030, une plateforme unifiée, commune. Donc c'est la fin des LMH, LMDH finalement à partir de 2030, et surtout une annonce un peu plus proche, avec une nouvelle course en 2027, une deuxième course de calendrier du WEC, la confirmation, on s'en doutait, la confirmation de Silverstone, les 6 heures de Silverstone au mois d'avril, qui seront entre les 6 heures d'Imola et les 6 heures de Spa. Et qui ne remplace donc effectivement aucune course. Aucune Comme tu le course, dis, on tout à sera fait. donc à 9 manches en WEC. Évidemment, comme il n'y a pas que les hypercars, il s'est passé des choses aussi en LMP2 et en LMGT3. En LMP2 tout d'abord, c'est Idexport évidemment qui récolte la pole position. Mais on a eu quand même aussi beaucoup de favoris qui finalement n'ont pas forcément eu les performances escomptées en hyperpole. Est-ce que cela veut dire qu'ils vont décevoir en course? Eh bien pas forcément. En tout cas, c'est là aussi ce qu'on peut entendre. On a pu notamment parler avec Julien Andlauer qui nous livre son analyse de la performance de Duquesne et de ce qu'on peut attendre en LMP2. Bon, Julien, 6ème place, est-ce que tu es satisfait de ce résultat, un peu déçu ou pas? Satisfait à mon avis du travail effectué sur la préparation de la course. C'est vrai que avec une jeune équipe, moi qui n'ai pas le plus d'expérience sur le plateau en LMP2, avec une superbe line-up, je pense qu'on fait du plutôt bon boulot pour l'instant. C'est vrai qu'on était proche de la vérité, c'est-à-dire se rapprocher du top 3, seulement 1 ou 2 dixièmes. Voilà, donc c'est très serré, c'est cool de voir ça, d'avoir autant de compétitivité. C'est sûr qu'au driving, on arrive toujours à peaufiner un petit peu si on devait faire le lap parfait pour un tour de plus. Mais content avec ça, ça nous suffit pour être dans de bonnes positions pour le début de la course. Et puis voilà, on a 24 heures de course, ça ne va pas nous rapporter quoi que ce soit de partir premier ou 6e. On a rarement vu une voiture partir en pole, gagner la course. Donc voilà, j'espère que partir 6e nous mènera à un bon résultat à la fin. Mais autrement, voilà, plutôt content avec la voiture. Maintenant, il va falloir qu'on peaufine le tout pour être dans la meilleure fenêtre de tir pour les 24 heures. Il y a des grosses line-up, des grosses équipes en face. Donc, on n'a pas fini d'en baver. Et cette voiture, justement, quel point positif tu vois dessus? Quelle force elle peut avoir par rapport aux autres? Est-ce que vous avez plus de vitesse de pointe en ligne droite? Vous êtes meilleur dans les virages? Je sais pas, c'est compliqué, on n'a pas trop roulé en pack pour l'instant, mais je dirais notre force à nous, c'est notre équipage qui est vachement homogène, avec Dorian, Richard qui mettent du gros gaz comme on dit, donc c'est cool. Toutes les équipes, on va dire en pro, ont un pilote qui est peut-être un petit peu en dessous des 2 pilotes de tête. Nous on a la chance d'avoir 3 super pilotes qui se complètent bien, donc voilà, il va falloir ne pas faire d'erreur, on connaît Le Mans, on va faire en sorte qu'ils nous choisissent cette année. Tu parlais du peu d'expérience relative, on va dire que tu as en LMP2. Tu es quand même le plus expérimenté en endurance de ce trio, tu as gagné à Daytona, etc. cette année. Est-ce que ça te plaît d'avoir un peu ce rôle de leader aussi, de pilote expérimenté, un peu plus âgé qu'eux aussi, de les guider un peu? Le pilote papy. J'ai pas dit ça. Le papy de l'équipe. Écoute, c'est nouveau pour moi. Enfin, c'est nouveau pour moi d'être le plus âgé dans la voiture, mais
C'est cool, c'est top. C'est vrai que c'est un petit peu différent. Il va falloir que je fasse en fait attention à beaucoup plus de détails. L'équipe est top, mais forcément un peu réduite par rapport à une équipe usine. Donc moins de gens pour analyser le moindre détail sur toutes les choses. Donc voilà, dès que je remarque quelque chose qu'on peut essayer d'améliorer ou une direction à prendre, etc., j'essaie de toujours tout de suite le noter, de le relever et de faire en sorte qu'on l'améliore. Après, beaucoup d'expérience au Mans, à défaut d'en avoir dans la P2. Donc j'essaie de donner le maximum de tips. Ils n'ont peut-être pas le plus d'expérience en endurance. Dorian en a quand même un petit peu. Elle a fait quelques années en GT ou en LMP2. Mais les deux ont beaucoup d'expérience dans pas mal de catégories et ont su démontrer la performance. Et surtout, la performance, c'est quelque chose de très important ici au Mans. Mais de montrer qu'on peut gagner une course ou un championnat, ça l'est encore plus. Ou de se battre pour un championnat parce qu'il va falloir rouler à bloc en mode sprint entre guillemets pour 24 heures. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant de ce qu'on a comme package. Et puis en LM GT3, eh bien là ce n'est pas une surprise, mais en tout cas c'est une première parce que c'est la première fois de l'ère LM GT3 en tant que telle, eh bien qu'il y a un back-to-back en pole position. Ouais, j'ai envie de te dire, comme j'ai dit à Michael hier, il n'y a que 3 éditions du LM GT3, donc tu vas me dire que je triche sur la stat. Oui, tu triches sur la stat. Allez, un petit peu. En tout cas, c'est Mattia Drudi qui l'a réalisé cette pole position comme en 2025. Mattia Drudi qui évidemment vous livre son analyse. I'm really happy. I mean, of course, the car felt amazing. It's really nice to drive a hyperpole here in Le Mans with low fuel, new tires, without traffic. It doesn't happen really often during these 2 weeks. But yeah, as I said, I'm really happy. It's not the most important for a 24 hours race, but it's nice to be up there. It's a really good starting point. And of course, we worked really hard during the free practice to try and fine-tune everything for the race pace, tire management, and tire consumption. But yeah, I mean, it's really good to be up there. The team did a good job, also Ian and Zach, so now we're gonna focus even more for the race. Mattia Drudi qui ne sait justement pas exactement où placer cette hiérarchie, et pour cause, Valentin, en LMGT3. Oui, parce qu'il y a du niveau avec Ferrari, avec Corvette, avec pourquoi pas des surprises comme Mercedes. Cependant, pour avoir discuté avec Alessio Rovera, le pilote italien de Ferrari, hier soir dans le paddock, selon lui, Aston Martin est quand même grande favorite pour ce week-end en GT3. Cependant, ce sont les 24 heures du Mans et tout peut se passer ici. D'une Aston Martin à une autre, on va se permettre de parler de celle qu'on a derrière nous quand même. Et évident, depuis le début de cette émission, les Aston Martin Valkyrie. On vous en a peu parlé depuis le début de la semaine. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas aux avant-postes, mais elles peuvent figurer parmi les surprises, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est un petit peu ce qui ressort du paddock. Déjà, elles ont créé la surprise pendant la journée test avec le meilleur temps de Tom Campbell, c'était déjà une surprise. Ensuite, pendant les essais libres, elles ont répondu présentes. En qualification, une voiture seulement a réussi à se qualifier en hyperpole numéro 2. C'était presque une déception. Concernant Aston Martin, il y a une donnée qui est à prendre en compte qui est intéressante pour les Valkyries, c'est qu'il peut faire beaucoup plus chaud ce week-end et en l'absence de système hybride sur ces voitures, il faut savoir qu'elles ont beaucoup de mal à faire monter en température les pneus. C'est un gros désavantage qu'elles ont. Sauf que si les températures montent, c'est un désavantage qui disparaît pour elles. Et donc, si c'était la surprise du côté d'Aston Martin, peut-être pas pour la victoire, c'est peut-être un peu prématuré, mais pour faire un beau résultat. Eh bien, c'est ce que je te propose. On va écouter Harry Ticknell qui justement nous parle de exactement ce que tu viens de dire, les caractéristiques de cette voiture et l'avantage qu'éventuellement les Valkyries peuvent tirer ce week-end. Yeah, one thing that we've seen is the car looks after its tyres really well, especially when you have high-speed tracks. I think tracks where there's lots of traction zones and stuff, it's maybe more level. But when you look at places like Spa, we looked after the tyres really, really well. And when it's hotter, obviously it's harder on the tyres. So hopefully that will help us. But yeah, it's definitely a good trait to have. Obviously, the trade-off is that it takes a little bit longer for us to warm our tyres up. So at the start of the stints and at the start of the race, that's a little bit more tricky. But over the course of 24 hours, I think it's definitely an advantage. Aston Martin n'était pas la seule surprise en hypercar parce qu'effectivement hier on a eu quand même une sacrée performance des Genesis avec notamment Mathis Jobert en hyperpole 1 qui a fait un tour assez formidable et puis ça a été suivi ensuite en hyperpole 2 par les autres pilotes du programme et justement l'ambassadeur du programme nul autre que Jackie X nous en a parlé à la fin, cette joie partagée dans le paddock de Genesis Magma Racing. Jackie, vous devez être heureux j'imagine de voir Genesis faire une double entrée en hyperpole 2, c'est un très beau résultat pour une première participation aux 24 heures du Mans. Vous l'avez bien résumé et c'est le bonheur de l'équipe. Pour l'équipe globale et sa cohésion, on a montré que ça fonctionne.
Il y a un bonheur dans le box que vous n'avez pas vu, mais vraiment, oui, nous sommes heureux d'une nouvelle étape franchie. Maintenant, il n'y a plus que 24 heures à faire. C'est pas grand-chose. Oui. Une myrtille dans la gueule d'un hippopotame. C'est très bon ça. Et vous qui êtes là depuis le début de ce projet, qui êtes l'ambassadeur de Genesis, qu'est-ce que vous pensez de cette semaine, cette première semaine? On voit que Genesis prend aussi beaucoup de place dans tout ce paddock, a vraiment envie de montrer ses couleurs. Maintenant, Genesis existe. On a démontré qu'on pouvait y être et que la cohésion de notre équipe est de très bonne qualité. Moi, je regarde les hommes qui font ça et je pense que le succès passe par les hommes qui composent notre équipe. Il y a une très belle entente et je suis heureux de voir leur joie et leur soulagement, de voir que même moment, on est effectivement dans les 10 qualifiés. C'est magnifique. C'est très très beau en tout cas, merci beaucoup. C'est très beau, franchement, on est heureux. Et bien voilà Valentin, impossible de parler de tout le monde, hein. Ils sont quand même 62 voitures, donc on va éviter de faire les 62 aujourd'hui en tout cas. Franchement, tu fais pas d'effort. Tu crois que je vais pas au bout des choses? Non, C'est possible. En tout cas, je vous laisse me le dire justement. Si je vais au bout des choses ou non, en tout cas, je vous laisse me dire surtout quel est votre pronostic, parce que ça y est, maintenant, on peut se permettre quand même. Et du coup, avant de demander à nos internautes qui sont leurs favoris, quel est le tien de favori pour ce week-end? Quel est ton pronostic? La question est très très compliquée, ça c'est piège, hein. C'est vrai que c'est BM qui part devant. Est-ce que BM va réussir à garder cet avantage? C'est, je pense, très très incertain. Alors en tout cas, pour te faire une réponse franche, parce que les gens ont l'habitude dans cette émission des réponses franches que je peux te donner, j'aurais tendance à mettre, allez, tu sais quoi, je vais être fantasque et je vais mettre une petite pièce sur Toyota. Oh, Toyota, on rappelle que Toyota part 14e et 15e sur la grille de départ demain. Écoute, est-ce que ce sera victoire finale? Je ne sais pas. En tout cas, remontée, je dirais quasi assurée. Maintenant, on verra évidemment ce qu'il en est en course. Et toi? Moi, je vais pas faire dans l'originalité après ce que je vous ai dit et je vais aller dans le sens du paddock et je vois une victoire de Cadillac ce week-end. Non, bien sûr, Cadillac est très en forme. On va suivre tout ça, bien sûr, avec les pilotes français, bien évidemment, dans toutes ces catégories-là. Vous pourrez continuer à suivre, évidemment, notre suivi, justement, de ce paddock, hein, que vous voyez vivre derrière nous depuis le début de la semaine. On filmera, évidemment, pendant la course, notamment. On vous donnera des points réguliers. On vous verra, notamment aussi chez Alpine, continuer à suivre cette équipe qui dispute ses derniers 24 heures du Mans en catégorie hypercar. On rappelle, on passe sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, des petites passives vidéos tout au long de la semaine sur Alpine, au sein du garage, avec Philippe Sino, avec les différents pilotes des numéros 35 et 36. Voilà, donc Alpine qui est un enjeu particulier que vous n'avez pas vu dans cette vidéo, donc on vous invite à voir sur les réseaux sociaux justement en long et en large. Merci Valentin de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci à vous tous. Et puis la prochaine fois qu'on se retrouve, eh bien les 24 heures du Mans auront commencé tout simplement.